il faut vraiment se décomplexer. Je donne un exemple qui date c'était lundi. Dans le cadre de fonctions actuelles, j'étais à l'Élysée avec la secrétaire générale adjointe de l'Élysée, celle qui a remplacé Emmanuel Macron. On parlait de la politique monétaire de la BCE, j'imagine qu'on pourra y revenir, puisque une grande partie de ce qui est dit dans le film date de 2010-2011, et que beaucoup de choses ont bougé depuis. Et donc je pense qu'il faut absolument actualiser le débat. Mais il se trouve que cette discussion était lundi. On parlait de la politique monétaire de la BCE. Le fait que, encore une fois, la BCE va donc mettre de l'argent sur la table aux banquiers privés, les banquiers privés faisant ce qu'ils en veulent. Et donc, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et juste avant la décision qui a commencé à être mise en œuvre lundi dernier par la BCE, les fameux 1 000 milliards de dollars, il y avait un autre programme précédent qu'on appelait, je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'en fout, mais Asset-Backed Securities, on en parlait dans la voiture, qui a été un bide total, tout simplement parce que les banquiers privés décidaient de ne pas jouer le jeu. Et on est dans la situation hallucinante où on a d'un côté un besoin d'investissement extraordinaire, au moins dans un domaine qui est celui que moi je vais mettre le plus en avant, qui est la transition écologique. Mais c'est pareil pour le numérique, c'est pareil pour plein de choses. Mais prenons l'écologie. On a besoin de cet investissement, sinon on va dans le mur du changement climatique. On a en face une quantité astronomique de liquidités, donc de monnaie disponible, et le pont entre les deux ne se fait pas. Je discutais avec elle de différentes techniques pour faire ce pont. On parlait du représentant de la France à la BCE, qui s'appelle Benoît Cœuré, que personne ne connaît, qui est une des personnes les plus puissantes aujourd'hui. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de Benoît Cœuré, ancien directeur du Trésor. La réponse de la secrétaire générale adjointe de l'Élysée à une proposition que je faisais était « il n'y croit pas ». C'était pas, c'est pas argument, ça va pas, c'est pas bon parce qu'il y a tel et tel mécanisme. C'était juste, il n'y croit pas. On était à la messe. C'était juste, voilà, il n'y croit pas. Et donc parce que M. Benoît Cœuré n'y croit pas, eh ben, on ne peut pas faire ça. Où est la démocratie? Où est même l'argumentation? Nulle part. C'est juste le pouvoir et l'idéologie de personnes qui n'ont jamais été élues pour ça. Donc je crois qu'on est là face à quelque chose qui est absolument fondamental. Et quand je dis ça, j'ai rien contre cette personne en particulier. Je veux dire, par ailleurs, elle a plein de qualités humaines, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le système. Et donc, il faut absolument reprendre la main. Et pour reprendre la main, il faut des contre-pouvoirs. C'est pour ça que quand j'étais au Parlement européen, j'ai créé avec d'autres personnes Finance Watch, qui est aujourd'hui encore la seule ONG qui apporte un contre-pouvoir, une contre-expertise sur ces sujets-là. Parce que c'était un des grands paradoxes, c'est que la société civile a créé des contre-pouvoirs dans énormément de domaines. Greenpeace sur le nucléaire, les Amis de la Terre sur du sujet, la santé, les relations nord-sud, vous avez à chaque fois des contre-pouvoirs. Mais sur la finance, les banques, la monnaie, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Même la société civile n'avait pas créé son contre-pouvoir. Attac s'était fondée sur une proposition, la taxe sur les transactions financières, dont on peut parler, mais pas sur, avant la crise, sur la construction large et précise sur plein de sujets liés à la banque et à la finance. Et donc, quelque part, on était même dans les années 2000, dans un moment où la société civile avait accepté de renoncer au fait de dire c'est pas pour nous, c'est pas nos affaires, nous on va parler santé, on va parler service public, on va parler plein de choses absolument fondamentales par ailleurs, mais ça c'est pas pour nous, c'est trop compliqué. Et là on est vraiment dans le moment où en 2000, post-crise financière, donc 2008-2009, où il y a eu une énergie de dire plus jamais ça. On est 6 ans plus tard. On a fait, 20% du chemin, dans le bon sens. Il en reste quand même 80% à faire,
Et sincèrement, l'énergie a largement disparu. Largement disparu. Et ça, c'est absolument dramatique. Parce que cette bataille qui était de dire il y a une crise, on la prend par la main, on prend le taureau par les cornes et on apporte des réponses, il y a un moment, il y a une séquence où le politique a la possibilité d'agir. Parce que les acteurs privés qui en face sont à l'origine de la crise sont trop délégitimés, trop affaiblis pour pouvoir contrer l'ensemble des règles qu'on peut mettre en œuvre. Cette séquence politique-là, il faut la saisir. Elle a été saisie un petit peu. Il y a des choses qui n'existaient pas avant, qui ont été mises en place. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il ne s'est rien passé. Mais tellement trop peu par rapport à ce qu'on aurait dû faire que, et ça sera ma conclusion, clairement, aujourd'hui, rien, strictement rien, ne nous prémunit contre une nouvelle crise financière qui ne viendrait pas nécessairement du même marché, du même pays, des mêmes types de produits, mais qui viendrait du fait que, de nouveau, le système financier est complètement obèse. Il est obèse parce qu'il est alimenté, il est dopé par des crédits extraordinaires des banquiers centraux de par le monde, puisque ce qu'on vient de vivre sur la BCE a été fait auparavant par les Britanniques, par les Allemands, par les Américains, par les Japonais, etc. Et que tout le problème, c'est que cette masse incroyable de liquidités cohabite avec le fait que vous allez... partout dans la société française, et ce n'est même pas la peine d'aller au Portugal, en Espagne ou en Grèce, par le fait qu'on en manque d'argent. Comment expliquer qu'en démocratie, ces deux réalités coexistent? Comment expliquer qu'il y ait 1000 milliards d'euros de la BCE, 1000 milliards d'euros, qui ne fassent l'objet d'aucun contrôle, d'aucun même débat? Encore une fois, on l'évoquait en venant dans la voiture, moi je suis frappé par le fait que la question de savoir si la BCE devait financer les États a été un vrai sujet. Il y a les pour, il y a les contre, c'est le début du documentaire. Hein. Il y a l'histoire de l'Allemagne, il y a d'autres... Très bien, il y a un débat, il y avait un débat démocratique sur ces sujets. Comparez cette séquence-là avec la séquence dans laquelle on est aujourd'hui sur... Qu'est-ce que la BCE va faire des 1000 milliards d'euros qu'elle a créés la semaine dernière, enfin qu'elle s'est engagée à créer la semaine dernière? Qui en parle? Est-ce que vous avez entendu une seule personne, un seul gouvernement, un seul chef d'État, un seul ministre en parler aujourd'hui? Donc il y a comme une sorte de chape de plomb sur ce sujet, alors qu'il est évidemment majeur, parce que si on le fait bien, si on reprend le contrôle de ça, c'est une voie de sortie par le haut de la crise dans laquelle on est, qui est absolument déterminante. Inversement, si on ne le fait pas, on s'enfonce progressivement dans la crise. Merci. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Si vous avez des questions à poser, on va passer aux questions, mais moi j'aurais bien une question à vous demander. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est dit là dans le film? Parce que... Ouais, j'espère que vous aurez des questions. Bon, moi ce que je voudrais dire, c'est que... Bon, c'est vrai que là en ce moment, on n'en a pas tellement entendu parler d'ailleurs, mais c'est vrai que la Banque Centrale Européenne va créer 60 milliards par mois de monnaie. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec ça? On a calculé que ça ferait environ 712 € par mois et par citoyen européen, à peu près. Mais il n'y a pas que la Banque centrale. La monnaie qu'on a sur nos comptes bancaires, tous autant qu'on est là, bon, il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 500, il y en a qui ont peut-être 10 000 sur leur compte en banque. Mais si on fait le total de tout ça, toute cette monnaie-là, d'où elle sort? C'est ça la question, la vraie question. Pourquoi est-ce que tous les pays sont endettés? Il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Tous les pays sont endettés. Mais alors, où est passé l'argent? C'est une bonne question, ça. C'est parce que les pays ne sont pas endettés les uns envers les autres. Tout comme nous, on n'est pas endettés les uns envers les autres. On est tous endettés envers le secteur bancaire. Parce que le secteur bancaire a le monopole, le privilège de créer toute la monnaie qu'on utilise.
Et pour qu'on ait de la monnaie sur nos comptes bancaires, c'est ce que je dis dans le film, il faut obligatoirement que quelqu'un, quelque part, ait demandé de l'argent à une banque. Et demander de l'argent à une banque, ça veut dire aller se faire créditer son compte. Je ne dis plus emprunter ou contracter un prêt. Parce que quand on prête quelque chose, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qu'on a déjà. Si je vous prête ma voiture, je ne l'ai plus. Si j'ai 1 000 € sur mon compte bancaire et que je vous les prête, je ne les ai plus. Bon, à la limite, ça oui, c'est un prêt. Et à la limite, si vous les perdez, bon, je peux peut-être vous demander un petit pourcentage pour me garantir. Je prends un risque. Mais ce n'est pas ça le métier de banquier. La chose qu'il faut vraiment bien comprendre, qui est fondamentale, c'est que le banquier ne transmet pas de l'argent existant, des dépôts que des épargnants auraient laissés en dépôt. Il ne transmet pas ces dépôts-là à des emprunteurs. Il reçoit des gens qui ont besoin d'argent, qu'il appelle des emprunteurs, et il augmente le solde de leur compte par une écriture comptable. C'est tout. Il n'y a pas de transmission. Et donc chaque crédit qui est émis par le secteur bancaire, c'est de la monnaie en plus dans l'économie, de la monnaie qui n'existait pas auparavant. Donc cette monnaie-là, quand elle se met à circuler sur les comptes de tout le monde, eh ben, il y a quand même quelque part quelqu'un qui paye un intérêt dessus, tout le temps. Toute la monnaie qu'on a, c'est de la monnaie d'endettement. Et donc c'est pour ça que tous les pays sont endettés. C'est parce qu'au départ, la monnaie qu'on utilise, la monnaie que les particuliers utilisent, que les entreprises utilisent, que les États utilisent pour l'Europe, cette monnaie-là, elle a été créée par une dette. Et donc, en réalité, si on voulait rembourser la dette, il faudrait vider tous les comptes, puisque la dette, c'est la monnaie. Donc on ne peut pas rembourser la dette. C'est pas fait pour être remboursé, une dette comme ça. C'est fait pour qu'on paye des intérêts dessus en permanence, à perpétuité. Et donc quand les gens me disent « mais c'est un système qui marche sur la tête, ça ne tient pas debout », je dis non, pas du tout. C'est un système qui marche parfaitement bien. C'est un système, comme le dit Bernard Maris dans un autre documentaire, le documentaire « La dette, une spirale infernale » qui est passé sur Arte il y a 3 semaines, il dit « Je ne voudrais pas prendre un mot trop lourd, mais on peut dire que c'est un système d'esclavage moderne. » Ce sont ces mots. Et donc on est tous obligés de travailler 2 fois plus, de payer tout 2 fois plus cher. Ce sont les calculs d'une dame qui s'appelle Marguerite Kennedy, qui a calculé que dans le prix d'une pomme, dans le prix d'un loyer, dans le prix d'une route, il y a entre 30 et 70% d'intérêt sur les immobilisations, sur les coûts d'entretien. Et où ils vont ces intérêts-là? Ils remontent au secteur bancaire qui a émis la monnaie sous forme de dette. Et qui les paye? C'est nous. Donc le vrai bug fondamental, la vraie injustice, l'injustice de racine, l'injustice primaire, elle est dans l'asymétrie, l'asymétrie de la création monétaire. Voilà, c'est ça le gros problème central. C'est que pour avoir de la monnaie, il faut qu'on l'emprunte. On ne peut pas faire autrement. Donc il y a plein de solutions à ça, il y a plein de solutions. C'est pour ça qu'il y a les gens de la Gonette là, qui sont là, qui vont peut-être nous présenter un petit peu la monnaie complémentaire de Lyon dans quelques instants, parce que la solution principale, c'est de sortir de l'ignorance. C'est ça. La vraie cause, si on cherche la cause des causes de ça, c'est parce qu'on n'y comprend rien. C'est tout. On est comme un passant sur un marché qui se fait avoir par un camelot parce qu'il ne sait pas que ce qu'il achète, c'est de la saloperie. C'est la même chose, parce que c'est compliqué, parce qu'on se dit qu'on ne comprendra jamais, parce qu'on se dit que même si on comprenait, on n'arriverait pas, ça ne sert à rien de changer, donc du coup, on les laisse faire. Ben oui, mais là, ça y est, on commence à comprendre, là, ça se réveille, là, je peux vous le dire, sérieusement. Je peux vous dire qu'il y a 3 mois, en Angleterre, ils ont fait un débat au Parlement anglais, à Big Ben, à la Chambre des communes,
avec des députés anglais qui ont compris le système et qui se sont dit « mais attendez, il faut qu'on prenne ça en main ». Alors autant, je voudrais vous donner une note de désespoir, parce que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on est dans ce système-là et qu'on en est les victimes, mais je voudrais en même temps vous donner une note d'espoir, parce que le fait que nous comprenions la nature de cette prédation permanente va nous permettre de diffuser cette parole-là, de diffuser ces informations-là, et de même que pour un magicien qui fait un tour fantastique, si tout le monde connaît le tour, il ne peut plus faire son spectacle. De même, quand tout le monde sera au courant du tour, il sera plus possible de le réaliser. Merci. Bonjour à tous. Eh bien, je suis honoré d'être sur la même estrade que Gérard Fouché et Pascal Canfin, parce que je suis Finance Watch de près, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et je suis aussi Gérard sur ses vidéos, donc je m'intéresse beaucoup à la création monétaire, parce que ça me semble être fondamental. Et du coup, je suis là avec Thierry Rohr, donc on est 2 représentants de la Gonette, on est une bonne trentaine de personnes, et ça grandit à Lyon. Et le but, c'est de créer une monnaie complémentaire pour le Grand Lyon. Juste pour vous dire, les monnaies complémentaires, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier que les citoyens se réapproprient cette question fondamentale de l'argent, en fait, de la réinventer. Et en France, il y en a déjà 25 qui tournent. La plus connue, c'est dans le Pays Basque, où il y a déjà 2000 utilisateurs et 500 entreprises qui l'acceptent. Et il y en a une vingtaine en création comme la nôtre, donc bientôt il y en aura 50. Et du coup, il y a un texte de loi qui est sorti en juillet dernier dans la loi ESS, c'est-à-dire que les monnaies complémentaires sont légales en France. Et c'est le premier pays au monde qui légalise ce type d'outils. Donc là, je vous ai juste montré celle de Bruxelles, par exemple, les Coiris, que Pascal peut-être utilise. Enfin voilà, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment des vrais billets. Hein. Et les monnaies locales, en fait, c'est comme si on partait à l'étranger, c'est-à-dire qu'il faut changer des euros pour la monnaie locale. Donc c'est un voyage intérieur, en fait, hein, sur notre propre territoire. Et la question qu'on nous pose souvent, mais c'est pourquoi faire ça ? Du coup, je vous ai résumé en 6 points, si vous me permettez. Il y a 6 bonnes raisons de faire ça. La première chose, c'est de stopper l'hémorragie financière, en tout cas de la ralentir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui fuit par la dette, par exemple, vers les pôles financiers. Il y a de l'argent qui fuit par l'évasion fiscale. Enfin, il y a plein de fuites un peu partout. Et quand vous changez 1 euro en gonette, par exemple, l'argent, elle est ancrée sur le territoire. D'un seul coup, elle ne peut plus partir. Vous voyez, elle est coincée localement dans un circuit que vous avez choisi. Parce que c'est l'association gonette avec tous les membres qui décide qui peut accepter la gonette. Donc on reprend le contrôle et on bloque l'argent et du coup on crée de la richesse locale. Parce que c'est la fuite monétaire qui appauvrit tout le monde en fait. Hein. En fait, c'est comme si on était dans un seau. L'économie, c'est comme un seau avec plein de trous et la gonette, elle bouche les trous. Vous voyez. Du coup, l'argent, il reste. Voilà. Donc ça, c'est une bonne raison. La deuxième chose, c'est que ça, on l'a observé dans le Pays Basque, c'est que la monnaie locale, elle renforce le maillage local, les circuits courts. Parce que par exemple, le réseau Biocop, là, qui vient de rejoindre les monnaies locales, qui vient de rejoindre la gonette, les Biocop, en général, elles reçoivent beaucoup d'argent parce que les gens, ils payent en monnaie locale leurs courses. Et du coup, en général, elles sont embêtées, les Biocop, parce qu'elles ont trop de monnaie locale, elles ne savent pas quoi en faire. Et du coup, nous, on les aide à ce qu'elles payent leurs fournisseurs avec la monnaie locale. Vous voyez ? Et leurs salariés, parce qu'on peut payer 10% des salaires. Ensuite, les fournisseurs, on va les voir aussi, et on essaie de retracer en fait tous les liens économiques entre les acteurs pour que la gonette circule au départ. Mais en fait, du coup, la conséquence, c'est que ça crée un maillage local en fait. Il y avait beaucoup d'acteurs, mais ils n'étaient pas forcément reliés les uns aux autres. Du coup, ça accélère la relocalisation et la résilience territoriale. Donc ça, c'était 2. En 3, ça permet de rendre traçables les flux monétaires. C'est-à-dire que l'euro, en fait, comme il peut aller partout, on peut tout acheter, on peut aller au McDo, on peut aller au magasin bio, on peut tout faire avec les euros. Avec la monnaie locale, en fait, on crée un circuit que nous, on choisit. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on peut tracer l'argent, on conscientise, en fait, les flux territoriaux. Le 4e point, et qui est important, c'est que ça transfère l'argent vers les banques éthiques. Parce que, par exemple, le SCO, au Pays Basque, ils ont déjà 300 000 euros qui ont été convertis en eusko qui circulent sur le territoire.
et qui crée de la richesse locale. Et comme par obligation, on doit garder un fonds de garantie pour chaque monnaie locale qui tourne, il y a 1 euro qui est bloqué sur un compte bancaire. Et évidemment, les monnaies locales, elles sont très vigilantes dans quelle banque elles vont mettre cet argent. Parce que si on met à la BNP, tout ce qu'on fait de bien sur notre territoire, ça va pourrir à une autre partie du monde. Donc voilà, c'est important de mettre l'argent au bon endroit. Et en France, il n'y a qu'une seule banque éthique. Enfin, il y a 2 projets de banque éthique. Il y a le Crédit Coopératif et la Banque Nef. La Nef n'est pas encore banque. Elle a soumis son dossier à Paris qui est en cours de signature. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais en tout cas, donc bientôt, on en aura 2. Ça permet de transférer les capitaux vers les banques qui sont vigilantes. Vous voyez ? Donc ça c'est pareil, parce qu'en plus, les banques, vous donnez 300 000 euros à une banque, elle va l'investir parce que comme elles sont éthiques, elles vont investir dans des projets respectueux sur votre territoire. Elles ne vont pas dans les paradis fiscaux et tout ça. Donc ça, c'est un effet collatéral. Hein. En fait, vous dédoublez l'impact de votre argent, rien que par cet effet de levier. Vous avez compris, ouais. J'ai pas beaucoup de temps, mais voilà. Le 5e point, c'est l'éducation populaire, comme vous disiez tout à l'heure. C'est que ça permet... Moi, c'était spectaculaire. Quand j'étais à Bayonne et que j'ai payé en monnaie locale, parce que tout le monde ne l'accepte pas encore, hein, même là-bas, du coup, les gens, ils vous regardent avec des grands yeux, ils disent « Mais c'est quoi ça ?» C'est légal, ça existe. Voilà. Donc, en fait, le débat monétaire, il s'invite immédiatement dès que vous payez en monnaie locale. Et ça, c'est rigolo parce que du coup, on peut expliquer que c'est notre asso qui prend les décisions sur les règles de cette monnaie. Et du coup, ça posait la question, mais alors l'euro, mais qui décide finalement? À quelle réunion est-ce que les citoyens sont invités? En fait, du coup, on se rend compte qu'on ne sait pas du tout qui décide pour l'euro. Et ça, c'est formidable. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que ça développe du pouvoir d'agir pour les citoyens. Et ça, on l'a observé dans notre groupe, c'est que en fait, quand on reprend le contrôle de la monnaie, du coup, on réinvente plein de choses. Par exemple, les Basques, ils ont créé une petite taxe sur leur... quand on convertit les euros en eusko, ils mettent une petite taxe qui alimente un pot commun, et le pot commun, il alimente des associations en fin d'année. Et c'est vous, quand vous convertissez votre argent, qui décidez pour quel asso vous votez. Et toutes les assos qui ont plus de 30 votes en fin d'année, elles se répartissent. Ils ont déjà récolté 20 000 euros en 2 ans. Et du coup, pour les 25 assos qui reçoivent 500 euros ou plus, c'est énorme. Oui. Et ça, c'est juste une idée qu'ils ont eue. Mais on peut en inventer. À Toulouse, par exemple, la mairie qui joue le jeu, ils ont converti 20 000 euros par année en sol violette. Et ça part pour distribuer aux chômeurs, aux maisons de chômeurs, qui reçoivent une partie de leur aide sociale. Enfin, en plus de leur aide sociale, ils reçoivent un peu de sol violette. Et du coup, ils peuvent accéder aux magasins bio et puis ils peuvent du coup avoir cette nouvelle monnaie et puis aller dans les circuits. Et ça permet d'abonder, en fait, de faire circuler plus d'argent. Et nous, maintenant que la loi est passée, on pourrait imaginer de payer ces impôts locaux en monnaie locale. Et nous, ce sera peut-être le défi pour Lyon de discuter avec la mairie. En tout cas, la région Rhône-Alpes nous soutient déjà financièrement, donc la région est déjà acquise à cette cause. Il reste, la mairie, elle est ouverte, mais bon, ils prennent leur temps. Et le Grand Lyon et la ville de Lyon. Et du coup, si on peut payer ces impôts locaux en monnaie locale, ça change beaucoup de choses parce que du coup, la mairie va recevoir des monnaies locales et peut-être qu'ils pourront donner des subventions en monnaie locale. Vous voyez ? Et ça, c'est très intelligent parce que quand on donne une subvention en euros, il y a au moins la moitié qui va disparaître dans les 2 semaines, hein, parce que l'argent fuit. Vous donnez une subvention en monnaie locale, vous êtes sûr que l'argent reste dans le territoire pour lequel vous avez été élu. Vous voyez ? Donc vous contrôlez la situation et vous soutenez vraiment les gens qui vous ont mandaté. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et j'espère que c'était clair en tout cas. Mais en tout cas, rejoignez-nous, c'est lagonette.org et on est sur Facebook, sur Twitter et on a une newsletter. Voilà, merci. J'ai retenu, moi, un mot très intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le mot souveraineté. Parce que si on y réfléchit, le pouvoir de frapper monnaie, vous savez, dans le temps, c'était un des privilèges régaliens. Régalien, ça veut dire qui appartient au roi. Et les privilèges régaliens, il y en a 3 en général dans la plupart des analyses. C'est le pouvoir de frapper monnaie, le pouvoir de rendre la justice et le pouvoir d'assurer la sécurité. Sécurité intérieure avec la police, extérieure avec l'armée. On comprend assez facilement que si on n'a pas le pouvoir de frapper la monnaie, on va avoir du mal à payer les gens qui rendent la justice et à payer l'armée et la police. Donc le pouvoir régalien principal, c'est le pouvoir d'émettre la monnaie.
Alors quand c'était le roi qui mettait sa tête sur des pièces ou sur des billets, quand c'est l'État, dans certains États, ça existe encore, qui frappe monnaie et qui distribue, c'est ça le souverain. C'est celui qui décide finalement de « toi tu vas avoir de l'argent, mais toi, oh, non, tu vas pas en avoir ». C'est le pouvoir de décider si, tiens, il y a un projet là-bas, lui il veut faire 10 000 hectares de permaculture, et puis lui il veut financer une centrale nucléaire. Ah ben je vais lui donner à lui parce que j'ai des amis qui en font. Puis lui là-bas, non, c'est pas rentable, ça m'intéresse pas. C'est donc le pouvoir, écoutez bien, parce que c'est absolument capital, c'est le pouvoir de créer le futur. C'est ça le pouvoir monétaire. C'est pour ça qu'en finance islamique, la monnaie, la création monétaire est extrêmement surveillée, parce que normalement, dans l'islam, c'est Allah qui décide du futur. Mais nous, avec notre laïcité, nous avons le pouvoir de créer le futur que nous voulons, à condition qu'on puisse le financer. Si on ne peut pas le financer, on n'a rien. On n'a absolument rien. Donc, c'est le souverain qui frappe la monnaie, mais on peut dire à l'inverse, et à mon avis c'est beaucoup plus juste, que c'est la monnaie qui fait le souverain. C'est le fait de pouvoir émettre la monnaie, de pouvoir donner le crédit là plutôt que là, qui fait le souverain. Or, en ce moment, je cite Bernard Maris une deuxième fois, le roi, ce sont les banques, en ce moment. Et si on se pose la question, dans une société démocratique, c'est qui le souverain ? Ben, c'est le peuple, c'est chacun de nous. Donc voilà une raison de plus de reprendre, soit par l'État, soit par un revenu individuel, peu importe, mais de reprendre cette souveraineté du peuple sur la création de notre propre futur. Voilà, ça c'est important. Alors, moi j'ai des questions. Donc le film date de quelques années. Pascal a dit que depuis il y avait un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Donc moi j'aimerais bien qu'on ait une petite explication de texte sur les éléments nouveaux qu'il y a depuis. Premier point. Deuxième point, ce serait intéressant d'avoir un éclairage sur la Grèce, sur comment vous sentez les choses, sur les possibilités ou les non-possibilités de Syriza à jongler dans la jungle de l'Eurogroupe, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire des choses, si oui, lesquelles? Voilà les deux questions pour l'instant. Mais j'en aurai d'autres après. Oui. Ça justifierait un débat en soi. Hein. Donc, qu'est-ce qui est fondamentalement la différence entre le moment où le film est tourné, c'est-à-dire 2011, et monté en 2012, hein, et aujourd'hui, au niveau de la zone euro, c'est que ce qui empêchait la BCE de financer directement les États, à savoir le risque d'inflation, je pense que ça a été bien développé dans le documentaire, c'est inversé. Puisque aujourd'hui, le risque n'est pas l'inflation, le risque aujourd'hui, c'est la déflation. Donc, la déflation, c'est l'inverse, c'est la baisse des prix. Puisque les prix demain baissent, je ne vais pas investir, puisque je suis incapable d'imaginer quelle peut être la rentabilité de mon investissement avec des prix qui baissent, donc je n'investis pas, donc l'activité diminue, donc les prix baissent, etc., etc. Le mandat de la BCE, c'est 2% d'inflation. Quand on est à 3 ou 4, son mandat, c'est de faire baisser. Quand on est à 0, comme aujourd'hui, son mandat, c'est de le faire augmenter. Et donc, elle utilise l'outil qu'elle refusait d'utiliser avant, exactement pour la même raison. Et donc, aujourd'hui, massivement, elle crée de la monnaie. Comment elle crée de cette monnaie ? En fait, je vais te dire autrement, pour être plus précis par rapport à ce que tu disais à juste titre, elle autorise les banques, et depuis la semaine dernière, plus seulement les banques,
et ça c'est quand même nouveau, à déposer des titres à la BCE, et la BCE rachète ces titres. En échange de quoi? Elle met de la monnaie. D'accord? Donc il faut et ce titre, soit c'est un titre qui est coté sur le marché, auquel cas elle va sur le marché, elle prend les titres, elle donne de la monnaie à celui qui possédait le titre, soit c'est un titre qui n'est pas coté sur le marché, auquel cas elle donne de l'argent de fait à celui qui vend le titre. Par exemple, elle va racheter des dettes publiques et elle va racheter des titres de la Caisse des dépôts ou de la Banque européenne d'investissement. Et moi, comme d'autres, ça fait des années, quand j'étais au Parlement européen, ça me semblait une évidence, qui était de dire, ce qu'il faut, c'est que, puisqu'on était sur une institution, on est sur une institution européenne, la BCE, en face, il y a une autre institution européenne, qui est une banque publique, qui s'appelle la Banque européenne d'investissement, et que la BCE finance directement la BEI, Banque européenne d'investissement. La BEI, son mandat, c'est de financer le futur. J'aime beaucoup ton expression. Les infrastructures, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie numérique, etc. Et donc, on a là, potentiellement, de quoi satisfaire nos besoins. Sauf que jusqu'à présent, et c'est ça qui est nouveau, c'est date de la semaine dernière, la BCE ne rachetait pas directement les titres de la BEI. Maintenant, c'est fait. Et ce sont les titres existants. Ce ne sont pas des nouveaux titres. Donc il y a encore un pas à franchir, qui n'est pas encore franchi, parce que chaque pas franchi par la BCE, c'est l'issue d'un compromis politique avec un pays dont le nom commence par A, et que la prochaine étape, c'est qu'on assume le fait que la BEI émet, je ne sais pas moi, 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards de titres financiers, sur, pas demain matin, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. De toute façon, on n'aurait pas la capacité de mettre 500 milliards demain en investissement. Et ensuite, la BCE rachète ces titres. Et elle a, du coup, de fait, la BEI, 400, 500, 600 milliards pour l'injecter dans l'économie sous forme de projets d'investissement utiles. Ça, c'est le nouvel horizon. Ce n'est pas gagné, mais c'est le nouvel horizon. Et ça, c'est positif. Par contre, l'élément négatif de cette affaire, c'est que une grande partie de l'argent mis par la BCE dans le système ne retombe jamais chez nous, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il tourne, et il y a eu cette image dans le documentaire de la sorte de nuage de points autour de la planète. Il tourne, et il atterrit jamais dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Il reste dans l'économie financière, d'une place boursière à une autre, d'un marché financier, le pétrole, à un autre, le café, puis à un troisième, l'échange entre l'euro et le dollar, puis à un quatrième, et tout ça tourne. Et à chaque fois que ça tourne, ça fait des transactions. Et à chaque fois que ça fait des transactions, il y a quelqu'un qui gagne. D'où l'importance d'avoir cette fameuse taxe sur les transactions financières, qui est un moyen de faire en sorte que ceux qui font des milliards de transactions, à chaque fois, payent un peu. Ce un peu a deux vertus. La première vertu, c'est que ça ramène de l'argent. Ça évite soit d'augmenter les impôts, soit de baisser les dépenses. Très bien. Deuxièmement, ça a une autre vertu, c'est que ça met un grain qui fait que des transactions qui gagneraient un tout petit peu, finalement, ça revient à les taxer proportionnellement énormément. Et donc, il ne faut plus faire la transaction, et donc on a limité la spéculation. Tout le débat est en cours sur la taxe sur les transactions financières, on pourra y revenir si vous voulez. Mais je vois au moins deux choses qui, depuis le film, ont changé. Pour une partie en bien, pour une autre partie, on a brisé un tabou, mais comme on n'a pas construit le pont avec l'économie réelle, finalement, ceux qui ont bénéficié du fait qu'on ait réussi à briser ce tabou, c'est quand même assez largement les marchés financiers eux-mêmes. Est-ce qu'au fond, on a vraiment gagné? C'est une question. Quand vous voyez aujourd'hui l'évolution, et je le disais dans le documentaire, des prix des actifs, je ne sais pas si vous avez vu hier, un des grands titres des Échos, c'était la bourse a retrouvé, a même dépassé son niveau de 2008, donc près Lehman Brothers. Pourquoi ? Parce que cet argent, il arrive en quantité colossale. Et donc,
forcément, quand vous avez de l'argent, beaucoup d'argent gratuit à dépenser, vous finissez par gagner de l'argent, même si vous êtes complètement débile. Bon, et donc, le résultat, c'est que, de nouveau, les bonus sont repartis à la hausse. Il n'y en a jamais eu, enfin, il n'y a pas eu autant de versés que de cette année par rapport à 2008. Donc, tous les excès sont repartis parce qu'il y a une sorte de coussin entre ce que fait la Banque Centrale Européenne et l'économie réelle. Et c'est là où je suis effaré par le fait qu'il n'y ait pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y en a, mais je veux dire, à très grande échelle, enfin, vous écoutez la radio, vous regardez la télé comme moi, ce sujet n'existe pas. C'est quand même hallucinant. Le nombre de fois où on vous parle du déficit public, rapporté au nombre de fois où on vous parle du sujet dont on parle, voilà, alors que ça devrait être exactement la proportion inverse. Puisque une fois que vous avez réglé le premier problème, celui dont on parle, vous avez réglé 90% du deuxième problème. Or, on inverse. C'est là où on marche sur la tête. Et pour Syriza, je te laisse répondre ou... Bah, vas-y, puis je compléterai si tu veux. Ils ont bien du courage, Alexis et Yanis, là, nos amis Tsipras et Varoufakis, les deux compères, parce qu'ils s'attaquent vraiment à une montagne et ils ont un canif. Hein. En gros, c'est ça les rapports de force. Et donc ça, on l'a bien vu dans le film aussi, l'économie peut quand même de temps en temps se réduire à un rapport entre les débiteurs et les créanciers. En gros, c'est ça. Il ne faut jamais perdre de vue que l'origine de la dette de l'État grec, c'est de la création monétaire ex nihilo. N'oubliez jamais, c'est du latin, hein, vous savez, ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Ça ressemble un peu à une formule magique aussi. L'origine de la dette grecque, c'est de la création ex nihilo de monnaie qui s'est retrouvée sur les comptes bancaires de la société, de chacun de nous, des Allemands entre autres. Et le fait qu'il y ait sans arrêt de la création monétaire sous forme d'endettement généralisé, ça fait qu'il y a de plus en plus de masse monétaire. La masse monétaire, elle augmente sans arrêt. Bon, il y a le phénomène de la destruction monétaire par le remboursement des crédits, c'est un petit peu compliqué. Mais en règle générale, étant donné que l'activité, tant qu'il y a de la croissance, même un tout petit peu augmente, la masse monétaire augmente. Ça veut dire qu'en réalité, quand la quantité de monnaie augmente pour tout le monde, c'est un petit peu, si vous avez des économies, comme si vous aviez des actions d'une entreprise et que l'entreprise distribue des actions aux autres, en plus des vôtres. Forcément que vos actions à vous, elles baissent en proportion de la masse totale d'actions. Ben pour la monnaie, c'est pareil. Ça veut dire que les gens qui ont fait des économies, les retraités, les fonds de pension, ils voient leur monnaie qui diminue de valeur d'un jour à l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu les prix en région parisienne, par exemple, je ne sais pas, entre 2003 et 2013, par exemple, ou entre 2000 et 2010, ça s'est multiplié par 2 à peu près. Ça veut dire que si en 2000, vous aviez 100 000 euros, vous pouviez acheter un 40 mètres carrés, 10 ans après, vous ne pouviez plus acheter qu'un 20 mètres carrés. Ça veut dire que vos 100 000 euros, ils étaient devenus 50 000 euros. Vous aviez perdu la moitié de vos économies. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on remet l'argent à la banque et on leur dit « Trouvez-moi des SICAV, des OPCVM, de manière à ce que je récupère un petit peu de ce que je perds tous les ans. Donnez-moi un petit pourcentage de ce que vous pompez dans l'économie. Comme c'est vous qui émettez la monnaie, comme c'est vous qui touchez les intérêts, et qu'en faisant ça, vous diluez ma monnaie, et que je perds 3, 4, 5, 10% par an, eh ben je vous la rends, ma monnaie, il faut m'en redonner un petit peu, comme ça je perdrai moins. Vous comprenez la stratégie? On ne peut pas faire autrement. Donc, ce qui est affreux à comprendre, c'est que finalement, si on a un peu de sous de côté, on est tous mouillés. On est tous dans le coup. Et donc, quand les Grecs vont voir les Allemands et que les Allemands disent « il faut nous rendre nos sous, il faut nous rendre nos intérêts, parce que nous, on en a besoin, on est retraités, on n'en va pas se remettre à bosser, on a besoin que vous travailliez à notre place »,
et que vous produisiez un petit peu plus de manière à ce que vous puissiez nous payer des intérêts, c'est légitime. Les gens, ils ont passé leur vie à économiser, donc ils comptent là-dessus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en amont de ça, il y a une création de monnaie, de crédit ex nihilo qui a été faite sans le travail correspondant, sans la production correspondante et à coût nul, avec 3 doigts sur un clavier. Donc, quand Tsipras et Varoufakis vont se confronter, on ne dit plus la Troïka, ça au moins ils ont réussi quelque chose de magnifique, maintenant on dit les institutions. Bon. Quand ils vont se confronter aux institutions, les institutions leur disent la dette, elle est légitime. Il y a des gens qui vont être ruinés si vous ne la payez pas ou si vous ne payez pas vos intérêts. Et ce qu'ils ne disent pas, soit parce qu'ils ne le savent pas, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup, soit parce qu'ils jugent qu'il est trop tôt pour le dire et que ça ferait peut-être, comme disait Henry Ford dans les années 30, si les gens connaissaient les secrets de la création monétaire, il y aurait une révolution avant demain matin. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de déclencher ça. Bref, Tsipras et Varoufakis, pour l'instant, ils font comme si cet argent-là, ils le devaient vraiment, ce qui est le cas, comme si leur dette était légitime, et ils ne disent pas qu'en amont, il y a une création ex nihilo, qui, à mon avis, est totalement illégitime. Voilà. Qu'est-ce qui est illégitime, la création ex nihilo ? La création ex nihilo, ça veut dire que moi, j'ai le pouvoir d'augmenter le solde de votre compte bancaire, de rajouter du pouvoir d'achat sur votre compte bancaire. J'ai également le pouvoir, mais alors ça, personne n'en parle, de payer mes employés par création monétaire, puisque pour qu'il y ait de la monnaie dans l'économie, ça ne peut être qu'une banque secondaire qui crée de la monnaie. Les banques n'ont pas de compte en banque. Les banques payent toutes leurs dépenses par création monétaire et elles encaissent toutes leurs recettes par destruction monétaire. Donc ce privilège-là, c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Oui, il y a 2 choses différentes dans ce que tu dis. Il y a le principe qui consiste en ce que la création monétaire soit une création ex nihilo, ce qui, pour moi, est évidemment une bonne chose. Oui. Voilà, parce que oui, si aussi, nous étions oui. bloqués dans quelque chose qui n'avait aucune chance d'augmenter, on ne pourrait pas investir, on serait à l'âge de... Qu'est-ce qui fait que nous sommes infiniment plus riches collectivement qu'il y a 100 ans, et qu'il y a 200 ans, et qu'il y a 500 ans, c'est justement parce que la masse monétaire qui accompagne cette création de richesse augmente. Donc heureusement que c'est ex nihilo. Par contre, la question, c'est qui contrôle ? Voilà, exactement. C'est ça. Donc c'est 2 choses différentes. Il faut bien... Alors, le mécanisme de la création monétaire est magique, est extraordinaire. Ouais. Il fait partie des grandes choses que l'humanité a inventées. Oui. Par contre, ça a été totalement détourné au profit de quelques-uns. Et quand ce quelques-uns manipulent ce feu magique, ils gagnent, et ils ont un pouvoir colossal et ils gagnent énormément d'argent. Qu'est-ce qu'il parlait des 140 c'était 140 000. Enfin, je sais plus. C'est moins que ça maintenant. Oui, là, maintenant c'est moins que ça parce qu'il y a un certain nombre de règles, mais c'est hallucinant. Moi, quand j'ai créé Finance Watch, peut-être une anecdote, quand j'ai créé Finance Watch, et quand j'étais au Parlement européen, j'ai rencontré énormément, justement, donc on était entre 2009 et 2011, de traders, de gens qui connaissent par cœur la machine de l'intérieur, et qui, à un moment donné, se sont dit, mais à quoi ça rime tout ça ? Enfin, qu'est-ce que je fais ? J'ai gagné certes énormément d'argent, j'ai 35 ans, mais au fond, à quoi ça sert tout ça ? Et donc, énormément de langues se sont déliées, non pas publiquement, mais, comme on dit, off, en coulisses. Pour moi, c'était très utile justement d'avoir ces regards de l'intérieur. Et c'était un monde parallèle. C'est un monde parallèle où on vous dit, les petits salaires à moins de 150 000 € par mois. Ah, mais les petits salaires, moins de 150 000 € par mois. Dans quel monde on est quand on a cette échelle de valeur ? Donc il faut bien comprendre cette captation incroyable d'une partie de la richesse,
notamment adossée à, enfin, il y a plein de causes, hein, mais une des causes, c'est effectivement la maîtrise, la captation, la capture des conséquences de ce mécanisme extraordinaire qu'est la création monétaire. Oui, je voudrais justement rajouter quelque chose là-dessus. La création ex nihilo, c'est une des propositions qui circulent en ce moment, même au FMI et même à la Banque mondiale. C'est non pas de redonner la création monétaire à l'État, mais de redonner la création monétaire à la Banque centrale et d'ouvrir un compte à la Banque centrale pour chaque citoyen. Et que la Banque centrale, au lieu de renflouer les banques, renfloue l'économie réelle, renfloue chaque citoyen. C'est une proposition qui s'appelle quantitative easing, mais for the people. Et donc, là, c'est fabuleux, la création ex nihilo. Le problème de la création ex nihilo, c'est le fait qu'elle est contrôlée par un petit nombre, c'est le fait qu'elle n'est pas symétrique. Mais si on dit chaque citoyen, on crée de la monnaie ex nihilo et chaque citoyen reçoit sa part à parts égales, ah ben là, effectivement, c'est une invention fabuleuse. Je veux bien rebondir. Enfin, j'aime beaucoup cette idée de création monétaire par les citoyens, parce que je pense que ça serait plus démocratique. Et je rajouterais que si on le faisait en plus en monnaie locale, il faudrait réfléchir, parce que si on donne beaucoup de pouvoir monétaire aux gens et qu'ils le dépensent n'importe comment, ça va accélérer la destruction. Mais si on le fait en monnaie locale, là, on contient le truc dans les bons circuits. À réfléchir. Je crois savoir que nos amis grecs, ils ont cette solution-là sous le coude. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Équateur, Rafael Correa, qui est pas en très bon terme avec Washington, c'est le moins qu'on puisse dire, vient de créer une monnaie locale nationale pour tout son pays, parce qu'eux, ils ne sont pas adossés à l'euro, ils sont adossés au dollar. Et donc, il vient de créer une monnaie électronique, sans billets, sans rien, qui marche sur des téléphones, qui permet aux gens de faire leur comptabilité mutuelle, comme ça, localement, mais pour tout le pays. Et donc, Syriza, ils ont cette option-là aussi sous le coude, de créer une monnaie locale nationale. Pourquoi pas ? Ça n'empêcherait pas de garder l'euro, non pas comme monnaie unique, mais comme monnaie commune pour les transactions internationales, par exemple. Ces solutions-là, mais il ne faut pas croire, quand même au plus haut niveau, ça y réfléchit. Hein. Je ne sais pas si tu as des informations là-dessus, mais forcément, quand on voit qu'un système va dans le mur, je peux vous dire que même des gens comme George Soros, qui a créé le Institute for New Economic Thinking, qui a une réunion justement au mois d'avril à Paris, même ces gens-là se rendent bien compte que si, même au sommet de la pyramide, ils ne font rien, on est peut-être en 1933, quoi. Donc il faut quand même faire attention. Mais je crains qu'on ne soit pas en 1933 en Allemagne. Ils sont en 1933 dans d'autres pays. Et je pense qu'on n'est pas complètement immunisé. On peut prendre d'autres questions ? Pourquoi la Grèce n'opte pas pour la solution à l'islandaise, c'est-à-dire refuser carrément de payer la dette? Alors je sais que... Alors, peut-être sur la deuxième question. L'Islande n'a pas payé les 4 milliards. Alors 4 milliards à l'échelle française, ça fait peu, à l'échelle islandaise, c'est énorme. Mais quelqu'un d'autre a payé. Ce sont les Anglais et les Néerlandais, je crois. Donc, c'est possible de vous faire défaut sur votre dette. C'est encore plus facile si quelqu'un prend votre place. C'est pas dit dans le film. Bon, voilà. Donc, après, les Islandais disent, si nous, on n'a pas payé, libre à vous de payer ou pas. Ce qui est vrai aussi. Ils auraient très bien pu dire, nous, on ne paye pas non plus. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile de ne pas payer quand quelqu'un le fait à votre place. Donc du coup, dans la zone euro, si les Grecs disaient, pas seulement alors, à tous ceux qui possèdent leur dette, et là il y a aussi un très grand changement entre la situation de 2010-2011 et la situation actuelle. Qui possède la dette grecque ? C'est-à-dire que si la Grèce ne rembourse pas sa dette, qui prend la perte ? En 2010-2011, c'était très très majoritairement les banques privées, parmi lesquelles assez largement les banques françaises et les banques allemandes, qui avaient prêté à la Grèce pendant les années précédentes et qui ne s'étaient pas spécialement demandé si la Grèce pouvait un jour rembourser, etc. Enfin, ils ont prêté à la Grèce, point.
Et donc, en 2010-2011, il y a un tout petit bout dans le documentaire, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui dit « Angela Merkel voulait faire payer les banques privées ». Je ne sais pas si vous avez retenu cette phrase. Et donc ça, c'était parce qu'on a beaucoup dit du mal de l'Allemagne, ou en tout cas on a beaucoup critiqué l'Allemagne, il faut savoir aussi dire le contraire, évidemment. Il y a un pays qui, pour le coup, dit moi, c'est des dettes privées, c'était l'Allemagne. Et il y a un pays qui a dit ah non, c'est trop important. Les banques privées, on ne peut pas leur demander de payer. C'est qui? C'est nous. C'est nous. Donc chacun nettoie devant sa porte. Et si aujourd'hui les dettes grecques n'ont pas été payées, enfin le fameux haircut, donc la décote de la dette grecque n'a majoritairement pas été payée par les banques privées, c'est parce qu'on leur a racheté. On a racheté la dette grecque qui valait plus grand-chose, mais le on, c'est la BCE, le mécanisme européen de solidarité et une troisième institution européenne, dont moi-même j'ai oublié le nom. Et donc, en gros, aujourd'hui, qui possède la dette publique grecque? L'Europe, ça n'existe pas, l'Europe. C'est nous. Nous et la BCE. Mais donc, à la fin de la BCE, c'est soit de la création monétaire, soit nous. Puisque la BCE, soit elle crée de la monnaie, enfin, voilà, soit elle utilise le pouvoir de création, soit elle ne l'utilise pas, donc elle se retourne vers ses actionnaires. Et qui sont les actionnaires de la BCE? Ce sont les États de la zone euro. De la même manière qu'on a bien vu à un moment donné le débat Banque de France, actionnaires privés, actionnaires publics. Évidemment, les actionnaires de la BCE sont les États. Donc, soit vous faites payer la perte à vos actionnaires, donc à nous, soit vous créez de la monnaie. Donc, le débat, ça va être, est-ce que la BCE dit, j'efface la dette grecque, ou une partie de la dette grecque, après, ça ne va pas être 100-0, mais 30%, 40%, 20%, peu importe, ou je diminue par 2 les intérêts, enfin après toutes les formules, après, vous voyez, ça s'appelle Grèce et BCE, c'est exactement la même chose que Cofinnoga et le surendettement, une commission de surendettement, hein, c'est la même chose. Après, tout est possible en jouant sur le capital, sur les intérêts, sur la maturité, tout est possible. Enfin, sur la maturité, donc sur la durée de remboursement du prêt. Aujourd'hui, la BCE a dit, il est hors de question pour moi de faire quoi que ce soit. Donc sa ligne aujourd'hui, c'est la ligne la plus dure. Pourquoi c'est la ligne la plus dure? Mon interprétation, c'est qu'elle vient de faire avaler à l'Allemagne quelque chose de très important, ce qu'on disait auparavant, et qu'elle a jugé que c'était trop. Et que du coup, elle a pris une ligne très soft sur le financement et le rachat des dettes publiques. Elle est quand même à la limite de ce que les traités autorisent. Et en revanche, elle a pris une ligne dure sur l'Allemagne, sur la Grèce. Parce que la BCE, c'est aussi un compromis politique, parce que ses actionnaires, ce sont les États membres. Et un point aussi là où j'introduirais une nuance, pas parler de désaccord, mais de nuance pour nourrir la réflexion. La gauche française, dans son immense majorité, a toujours été contre l'indépendance de la Banque centrale. Si la BCE, enfin la seule instance aujourd'hui en Europe qui est capable de prendre une décision contre l'avis de l'Allemagne, c'est la BCE. Et si la BCE n'avait pas été indépendante, jamais aujourd'hui elle n'achèterait des titres publics. Donc il faut, là aussi, quand on est dans le monde réel de la décision et de la complexité de la décision, il faut tenir compte de ça. Il faut savoir regarder les deux faces de la médaille. Quand Bernard Maris dit le monde oppose les débiteurs et les créanciers, ce qui est très intéressant comme vision du monde par rapport à la vision de classe marxiste traditionnelle, c'est une autre vision du monde, c'est très intéressant. La réalité, c'est que pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous, on est à la fois débiteurs et à la fois créanciers. Et donc, on a aussi nos intérêts dans une catégorie, on a des intérêts dans un autre. Et c'est cette complexité-là qu'il ne faut pas avoir peur d'appréhender. Et si on la nie, on tombe dans tous les simplismes et toutes les démagogies possibles. Donc, il faut avoir une vision, il faut ne pas se laisser piéger, mais il faut aussi accepter la complexité du réel, parce que le réel est complexe. Et moi, en tant qu'écologiste, je ne dirais jamais que le réel n'est pas complexe.
Bien de compléter ça, parce que j'ai suivi de très près ce qui se passe en Grèce avec Syriza, parce que pour moi, en fait, la Grèce, c'est peut-être la France dans 10 ans, enfin, je sais pas, hein, ils sont peut-être juste un peu d'avance sur nous dans le déclin, et en fait, vraiment, Syriza est né du peuple, c'est vraiment, ils sont arrivés démocratiquement au pouvoir, ils ont été portés par le peuple en proposant de supprimer l'austérité ou de la réduire vraiment de beaucoup. Et il y a d'autres peuples comme Podemos en Espagne, il y a d'autres mouvements similaires dans d'autres pays. Voilà, donc il y a vraiment un mouvement de fond. Et pour moi, c'est vraiment important qu'on... Là, parce qu'en ce moment, il y a un bras de fer, enfin, il y a un bras de fer entre Syriza, le petit Syriza, face au Goliath de la Troïka et des institutions, en fait. On sent qu'il y a la finance juste derrière eux, là. Et c'est vrai que là, et c'est marrant parce que, juste pour l'anecdote, c'est que il y a une amie qui m'a appelé il y a une semaine en disant, tiens Nicolas, je me demandais si tu pourrais pas aller en Grèce parler de monnaie locale, on est prêt à te filer 2-3 000 euros avec Bruno, enfin ouais, quelqu'un qui m'appelle jamais. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle parce que ce que ça illustre, c'est qu'il y a vraiment des citoyens qui sont prêts à mettre de leur poche pour qu'on trouve des solutions, qu'on trouve une solution pour aider les Grecs à faire face en fait à ce mastodonte. Alors, je ne sais pas si c'est les monnaies locales dans ce cas-là qui pourraient les sortir de là, mais il faut vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le peuple grec à faire basculer le système, en fait, enfin, le remettre le système, redémocratiser, en fait, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si on peut inventer une espèce de crowdfunding qu'elle vend en poupe, là, un crowdfunding pour un pays, je ne sais pas, ça s'est jamais fait encore. Mais, ou mettre une monnaie locale, nationale, peut-être. Mais ça serait bien qu'on s'approprie tous cette question, parce que ce qui se passe en Grèce, je pense que ça nous concerne tous. Et c'est peut-être notre avenir à tous. Le crowdfunding pour la Grèce, ça veut dire accepter que la Grèce ne rembourse pas ses dettes. Ça revient à du crowdfunding parce que c'est nous qui paierons, sauf si la BCE dit finalement personne ne paye, je crée de la monnaie. C'est ça la vraie solution. Et c'est, voilà, aujourd'hui, pour l'instant, au moment où on parle, la porte est fermée. Enfin, regardez le chemin parcouru entre le moment où le film a eu lieu et au moment où on est aujourd'hui. Tous ces dogmes et ces tabous sautent les uns après les autres face à une réalité assez simple, qui est que les dettes, et je te rejoins totalement, ne sont pas faits pour être remboursés. Parce que si vous remboursez la totalité des dettes, le truc s'arrête. Donc après, il y a évidemment un niveau de soutenabilité. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est pas tout noir, tout blanc. Trouver le niveau soutenable. Et pendant des années, les Grecs ont eu un taux d'intérêt... J'étais en Grèce à Noël. J'ai des amis grecs qui me disaient on ne pouvait pas rentrer dans un magasin pour acheter n'importe quoi sans qu'on nous propose à l'entrée du magasin un crédit à la consommation. Tout était à crédit, de manière absolument inimaginable. Bon, et quand on ne se pose pas la question de 1, tout ça est à crédit, 2, le taux, très peu de gens qui devraient payer leurs impôts payent leurs impôts. Quand vous additionnez ces deux phénomènes-là, il ne faut pas être grand clair pour vous dire qu'à un moment donné, le truc s'arrête. Donc, encore une fois, je le dis parce que moi, j'aime pas les simplismes. C'est comme ça. C'est pas très, ça fait pas de battleur d'estrade, mais c'est comme ça, c'est ma réalité. Et tout ce qu'on vient de dire est vrai. Tout ce qu'on vient de dire sur la monnaie, sur la BCE, tout ça est vrai, sur les bonus, machin. Il y a aussi une autre part de la réalité. Et que si vous êtes... la façon dont le débat sur la Grèce se pose entre l'Allemagne et la France, entre les sociétés, pas les gouvernements, les sociétés, est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour pouvoir défendre les Grecs. Et parce que le truc de base en Allemagne, c'est les Grecs, c'est des profiteurs, et maintenant ils viennent manger, ils ne veulent pas rembourser les dettes, etc. Et éventuellement, on peut être un peu gentil avec eux, mais c'est d'abord des profiteurs, il faut qu'ils payent, etc., etc. Le truc de base en France, c'est les Grecs sont des victimes, il faut les aider, éventuellement ce serait bien qu'ils payent leurs impôts. Et quand vous êtes un responsable politique, et que vous êtes adossé à deux opinions publiques qui pensent des choses aussi différentes. Il ne faut jamais oublier que dans la presse grecque, il y a les caricatures des Allemands, des nazis, etc. Et qu'il y a le débat, finalement, la Grèce va remettre sur la table dès que les Allemands devraient payer les dettes des nazis. Enfin, c'est quand on a fait la construction européenne pour ça, putain, excusez-moi du putain, mais c'est tellement...
C'est insupportable. C'est insupportable de se dire qu'en fait, parce qu'on est incapable, la BCE n'est pas capable de dire, OK, c'est combien la dette grecque, je ne sais même plus, mais c'est par rapport aux 1000 milliards, là, c'est rien. C'est combien ? 327. Elle vient de mettre 1000 milliards. De dire, OK, j'en prends la moitié et basta, on passe à autre chose. Parce que pour des raisons purement idéologiques, on ne fait pas ça, on est en train de détruire une des plus belles choses qu'on a faites dans l'histoire de ces 50 dernières années. C'est déprimant pour la génération qui fait ça. Voilà, c'est déprimant. Et donc, il faut absolument reprendre le contrôle de ça. C'est pour ça que tout ce qu'on a dit est vrai. Mais en même temps, il faut objectivement que les Grecs payent leurs impôts. C'est pas possible. Donc, il faut dire les deux. Et si vous dites les deux, je pense qu'a priori, vous êtes juste. Voilà. Et la justice et la justesse, ça va souvent ensemble. Les Grecs qui doivent payer leurs impôts payent leurs impôts. Et plus vous devez payer d'impôts en Grèce, plus vous devez payer d'impôts en Grèce, moins vous en payez. La caricature étant l'Église et les armateurs. Mais évidemment, c'est aussi des Grecs, je suis désolé. Et vous avez, j'ai discuté avec n'importe quelle personne en Grèce, à Athènes, allez-y, vous savez très bien qu'il y a une évasion fiscale généralisée. Parce que tout simplement, c'est exactement la même chose que pendant l'Union soviétique. L'Union soviétique, les gens disaient, eux font semblant de nous payer, nous on fait semblant de travailler. En Grèce, c'est pareil. L'État fait semblant de nous rendre des services, nous on fait semblant de lui payer les impôts. À un moment donné, ça ne marche pas. Je voudrais juste préciser quelque chose là-dessus. C'est que, qu'on trouve que la redistribution fiscale, c'est bien pour financer des hôpitaux, des routes, pour lutter contre la pauvreté, etc. Oui. Par contre, je pense que vous savez tous quel est le poste le plus élevé du budget de la France en ce moment, c'est le service de la dette. Donc on peut aussi se poser la question, sachant qu'un État pourrait frapper monnaie lui-même, sachant que les citoyens pourraient décider d'obliger la Banque centrale à créer de la monnaie ex nihilo pour chaque citoyen, sans dette, à 0%, sachant cela, est-ce que c'est une bonne chose que nous payions des impôts pour payer un intérêt sur notre masse monétaire? C'est une question qu'il faut se poser aussi. Oui, la question que je voulais poser, c'est un peu tangentiel, mais c'est plus sur le système boursier. On entend tous les jours le CAC 40, ça monte, ça descend, etc. Je ne vais pas enregistrer ce que c'est. Moi, je ne sais que je note un seul chiffre. Je peux vous le donner d'ailleurs. Le 2 janvier, le CAC 40 était à 4254. Bon, après ça, quand on l'entend, un jour, on se dit, bah oui, comment ça se situe, hein. Il y a eu, à un moment donné, un mouvement de panique parce que les transactions sont de plus en plus automatisées selon des modèles. Alors, il y a une première chose qui me scandalise, c'est si on prend une entreprise, je sais pas, prenons Michelin, parce qu'ils en parlaient avec le nouveau pneu, entre le 1er janvier et le 15 mars, Michelin n'a pas changé fondamentalement. Pourquoi est-ce que l'action Michelin monte ou descend? Parce qu'il y a des gens qui jouent au poker. Hein, c'est exactement ça. Et avec des systèmes, des schémas, etc., on fait des profits et des pertes, la bourse monte et descend, en reposant absolument sur rien. Et un de ces jours, ça va faire crack. Ça serait un autre sujet, mais dans la théorie, la bourse finance l'économie. D'accord ? Dans la réalité, je ne sais pas si vous le savez, les grandes entreprises, alors c'est particulièrement vrai aux États-Unis, je crois que c'est aussi vrai en France, dépensent plus d'argent pour racheter leurs actions pour faire monter les cours que pour aller chercher de l'argent auprès de gens qui leur en avancent en achetant des actions. D'accord ? C'est que normalement, la bourse finance les entreprises investissent, ça crée des emplois et ça revient. Très bien. Là, on n'est même pas dans ce système-là, dont on peut discuter la répartition, mais là, on est même dans le système absolument délirant sur le plan économique, qui est que les entreprises dépensent plus d'argent pour payer, pour racheter les actions qu'elles ne vont chercher d'argent en actions nouvelles. Donc, au lieu d'être une pompe positive, c'est une pompe négative. Ce qui contribue à faire augmenter les cours, en plus de tout ce qu'on a dit sur la politique monétaire. Donc, premier élément, la bourse ne joue pas son rôle de base. Deuxième élément,
de plus en plus, les transactions appartiennent à une toute petite catégorie d'acteurs. Et plus de la moitié, je sais pas si, il faut se rendre compte de ces chiffres-là, plus de la moitié des transactions sont faites et se dénouent en moins d'une seconde. Bon. Et là, je te rejoins, c'est-à-dire, quel est l'intérêt pour Michelin, donc même pour l'économie, mais même pour Michelin, même du point de vue des entrepreneurs, quel est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui détient votre action pendant une seconde ? À part le fait que vous allez, pendant cette seconde, essayer de pousser dans un sens ou dans un autre, à la hausse ou à la baisse, selon le pari que vous avez fait. Ça n'a de bénéfice pour l'emploi aucun, ça a bénéfice pour l'investissement aucun, bénéfice pour l'entreprise aucun, ça n'a de bénéfice que pour celui qui joue. Et d'où la taxe sur la transaction financière, je ne vais pas y revenir, c'est exactement le même sujet. Et quand vous avez Paris Europlace, donc Paris Europlace, c'est la structure de lobbying des grandes banques, de la place de Paris, de la place financière de Paris, qui fait un communiqué quelques jours après que le président de la République dise il faut vraiment faire ces taxes sur les transactions financières pour la xème fois. Et le communiqué de Paris Europlace, c'est dire cette taxe sur la transaction financière, c'est pas possible, c'est très mauvais pour les PME. Ceux qui vont payer la taxe sur la transaction financière, c'est les PME. Alors que, par définition, quand vous faites, pour payer la taxe sur les transactions, il faut faire des transactions. Quand vous faites une transaction de temps en temps de change, vous êtes une PME, vous vendez en dehors de la zone euro, vous vendez en Angleterre, vous allez vendre votre produit en euros, vous allez récupérer des livres. Bon, à un moment donné, il faut faire une transaction pour rechanger ces livres en euros. Et puis même, vous voulez vous couvrir quand l'évolution du taux de change, parce qu'en fait, au moment où vous allez faire la transaction et le moment où vous allez vendre, le moment où vous allez faire le contrat et le moment où vous allez vendre le produit, va se passer 6 mois, et donc l'évolution du flux du taux de change, il faut vous couvrir contre ce risque. Donc vous allez faire une transaction réelle, une transaction de couverture au début et vous allez faire une fin de transaction à la fin. Donc ça fait 3 transactions pour une opération commerciale d'exportation normale d'une PME. 3 transactions. À comparer avec ce que je viens de vous dire sur ce qu'on appelle le trading à haute fréquence qui maintenant atteint des niveaux à la nanoseconde. La nanoseconde. Je ne sais même pas ce que c'est une nanoseconde. Donc, le temps de dire cette phrase, je ne sais pas combien de transactions il y a eu lieu. Ils se sont passées, ce serait intéressant d'ailleurs de savoir. Et vous dites, celui qui va payer vraiment ça, c'est celui qui fait 3 transactions par rapport à celui qui en fait 500 millions pendant que j'ai le temps de dire cette phrase. C'est du foutage de gueule absolu. Absolu. N'empêche que ça fait un beau communiqué de Paris Europlace. Vous avez mentionné le mot de poker. Et certains disent casino, mais c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait lié à la création monétaire, en tout cas à l'accès au crédit instantané à volonté. Vous comprenez bien que si vous avez accès au crédit, c'est-à-dire à la création d'un nouveau pouvoir d'achat, vous allez pouvoir repérer une maison, par exemple, qui serait vendable à, je sais pas, à 150 000 euros, et vous allez pouvoir prendre un crédit de 120 ou 130 000 euros pour l'acheter, et le lendemain, vous pouvez la revendre 150 000. Ça s'appelle de la spéculation, tout simplement. Et donc la spéculation, elle est rendue possible par le fait que vous avez accès à la création monétaire et que vous êtes le seul à y avoir accès. Et donc ce qui est terrible avec les marchés boursiers, c'est que quand on achète des grosses quantités d'une action, par exemple, ça fait monter le prix de l'action. Donc du coup, les stratégies, bon, il n'y a plus beaucoup d'humains sur les marchés boursiers, c'est vrai, c'est plutôt des ordinateurs qui se débrouillent tout seuls avec des algorithmes longs comme le bras. Mais si vous êtes un humain, vous pouvez très bien acheter un paquet d'actions d'une entreprise. Du coup, les gars qui sont derrière et les algorithmes automatisés qui sont réglés pour ça, ils voient que le prix de l'action monte. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent « Oh là là, ça monte, j'achète !» Et il y a plein d'automates qui se mettent à acheter en même temps. Du coup, ça fait monter le prix. C'est vous qui avez déclenché le mouvement, mais le mouvement, il se perpétue tout seul, et vous revendez 5 minutes après. Mais c'est l'accès. 5 minutes, 3 secondes. Ou 3 secondes, voilà. Et ça c'est du casino, sauf que c'est du casino où c'est vous qui arrêtez la boule où vous voulez, quoi. Et donc, quand tu dis, tu opposes, entièrement d'accord avec toi, mais il ne s'agit même pas d'être un humain. Enfin, des algorithmes sont programmés pour ça.
Et c'est des anticipations autoréalisatrices. Et il faut toujours, pour revenir à la réalité, c'est de se dire, bon, ok, c'est pas parce qu'un bien, une action a une valeur, qu'elle a un prix, qu'elle doit nécessairement changer toutes les nanosecondes avec 4 chiffres après la virgule. C'est exactement comme si le prix de la baguette de pain, imaginez qu'on autorise le prix de la baguette de pain à changer toutes les minutes. Ben, on aurait créé énormément de bordel, mais par contre, pour tous ceux qui sont capables de stocker, de faire les intermédiaires, de revendre au détail, de se mettre entre le boulanger et le client, ben c'est une mine d'or. Puisque le pain, le prix du tout le monde va acheter son pain, soit l'immense majorité des gens vont acheter le pain le matin ou le soir. Le prix fait ça. Par contre, pour celui qui peut l'acheter à midi, ça serait beaucoup moins cher. Ce serait débilissime. Enfin, personne ne verrait l'intérêt pour personne, ni pour le boulanger, ni pour le client, ni pour l'économie. Ben, c'est exactement ce qu'on fait sur les marchés financiers. Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait sur les marchés financiers. Donc, revenons à un système beaucoup plus simple. Moi, je pense qu'il faut coter. C'est normal que Michelin ait une valeur. Qui change tous les mois. Parce que, ou toutes les semaines. Mais certainement pas à la nanoseconde. Puisqu'il n'y a aucune information objective par rapport à l'économie réelle qui justifie que le prix de Michelin change à la nanoseconde. Donc si on veut fermer le casino, il faut interdire toutes les transactions et que le prix de moins de un certain temps, hein, j'avais déposé des amendements au Parlement européen, qui évidemment ne sont pas passés sur ces sujets, qui parlaient d'une seconde. Ouais, une seconde, j'étais un fou furieux, hein, une seconde. Bon, moi je pense que logiquement, ce serait quoi, une semaine, un mois, quelque chose comme ça. Bon. Et donc, mais revenons au réel, une seconde. Mais au moins, on aurait tué toute cette économie casino qui est du gras, qui tourne, qui empoche de l'argent, qui n'a aucun intérêt, y compris pour les entreprises. Sauf que les entreprises sont comme les États. Les entreprises sont comme les États, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes de ces marchés financiers. Parce que si une entreprise dit « moi j'en ai marre, je ne joue pas ce jeu-là, tous les autres versent 20% de leurs bénéfices en dividendes, moi ce sera 0 ». Qu'est-ce qui se passe? Le cours de l'action baisse. Si le cours de l'action baisse et que ça s'enclenche, ça baisse, à un moment donné, les détenteurs de ces actions vont voir le PDG et leur disent « Attends, t'es sympa, mais là, j'ai perdu 20%, soit tu changes, soit tu dégages. » Et donc, il faut bien comprendre que cette tension entre y compris les très grandes entreprises et les marchés financiers existe aussi. Et que même les très grandes entreprises sont prises au piège. Et qu'il est extrêmement difficile de s'en sortir. C'est possible dans des cas extrêmement rares, du type Microsoft pendant des années, qui n'a jamais reversé de dividendes. Parce que la convention de marché des investisseurs était de dire c'est pas grave, ça croît tellement, c'est tellement extraordinaire cette boîte qui partit de rien, qui est en train de devenir un quasi-monopole international sur un secteur en plein boom, que si je ne récupère pas ma mise maintenant, dans 10 ans, ça vaudra tellement cher que c'est pas grave. Mais ça, c'est valable éventuellement, cette convention, pour des cas historiquement très rare. Microsoft, du garage à la plus grande fortune du monde, ça n'arrive pas tous les jours. Donc pour tout le reste des entreprises qui tournent, les Michelin, les Veolia, les Siemens, etc., mais eux, il faut qu'ils crachent tous les 3 mois, parce que sinon, tant pis pour eux. Donc cette tension-là pourrait permettre de créer des alliances dans la société contre les marchés financiers. Mais, et là on rejoint l'aspect quand même assez basiquement classiste. Je ne suis pas marxiste, mais enfin, ça existe quand même, les rapports de classe dans la société. Là, c'est très difficile, parce que même s'ils ont l'impression de se faire avoir, au fond, ils ne s'associeront jamais avec ceux dont ils pensent qu'à la fin, ce n'est quand même pas les mêmes intérêts. Je voudrais rajouter deux petits trucs à ce que vient de dire Pascal, et peut-être tu pourras rebondir éventuellement dessus. C'est que là, ce qu'on vient de décrire pour les marchés d'actions, pour les marchés d'obligations, ça se passe aussi sur les marchés des choses réelles, sur le blé, sur le maïs, sur les céréales. Et là, c'est pas que ça enrichit ou ça appauvrit des gens qui ont déjà plein d'argent, c'est que ça fait crever de faim des gens qui n'ont plus rien à manger parce qu'ils ne peuvent plus acheter. C'est une autre paire de manches, là.
Et pour revenir sur le fait que les entreprises sont obligées de faire ce qu'elles font, c'est vrai que ce système est tellement complexe, il s'est mis en place avec tellement d'années, de dizaines d'années, de siècles, que finalement les agents économiques, à leur niveau, font ce qu'ils peuvent. Je pense au banquier qui, tous les matins, il s'assoit à son bureau et puis il a 10 dossiers de demande de prêt sur son bureau. Il a un gars qui veut acheter son 5e studio et puis il a un petit jeune qui a besoin de 15 000 € pour acheter une camionnette ou pour louer un garage, pour inventer peut-être un truc qui va changer le monde dans 10 ans. Ben, le gars, il fait son boulot. Il réagit en bon père de famille. Il protège sa boîte, il protège son entreprise, il protège sa famille, son boulot. Il prête là où c'est rentable, là où c'est sûr, là où il y a des garanties. Et donc, on se retrouve avec des systèmes comme ça dans une société où on finance et on fait monter les prix des actifs immobiliers, comme tu le disais dans le film, et on ne finance pas notre avenir, l'avenir des choses qui pourraient être utiles pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et ça, c'est pas la faute du banquier, c'est parce qu'on s'est laissé embringuer dans un système comme ça. Donc moi j'ai une question à poser, ça sera sur la fiscalité. Parce qu'en fin de compte, si on a une dette, c'est parce qu'il y a des recettes qui ne rentrent pas. Vous parliez du pouvoir régalien, c'est aussi de savoir imposer des impôts justes et d'en assurer les recettes. Or, depuis 30, 40 ou 50 ans, on n'assume pas notre budget parce qu'il y a des fraudes qui sont importantes. On les chiffre maintenant de 60 milliards en France, fraude à la TVA, sans compter les niches fiscales qu'on a de 70 milliards pour 498 niches, dont à peu près les 3/4 ne servent à rien pour l'économie nationale. Vous avez abordé le problème de la Grèce. Le problème de la Grèce, c'est un problème de fiscalité. L'impôt ne rentre pas. Et le dette de la Grèce, c'est surtout ça aussi. On ne va pas jeter la pierre aux Grecs, mais néanmoins, Tsipras ont bien l'intention de changer dans les institutions toute la fiscalité grecque. Et on assiste aussi en Europe à Juncker, Luxembourg, qui a quand même ramené dans son petit pays 584 de très grosses entreprises en négociant l'exonération fiscale. Il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises énormes qui ne payent pas d'impôts, ou très peu, 1% ou 2% de leur budget, alors qu'un Français normal, on est à 12-10% notre budget d'impôts. Alors bon, moi je pense qu'il y a un problème politique. Nos politiques n'ont jamais été assez sérieux sur la fiscalité et la manière de rentrer l'argent. Et actuellement, je vais terminer là-dessus. Vous savez que les banques suisses ont été dans l'obligation de dire à leurs clients de déclarer leurs impôts. Or, depuis quelque temps, on a 31 500 dossiers qui sont en France en attente. On en a traité 4 000 et on a rentré 2 milliards de fiscalité. Ce qui prouve bien que quand on se donne les moyens politiques, et là, il y a une erreur en point de vue de l'Europe, quand est-ce qu'on fera de l'Europe sociale et fiscale? Parce que c'est ça là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Parce que si vous, en tant que politique, vous ne travaillez pas là-dessus, on n'y arrivera pas. On pourra discuter sur la monnaie des heures et des heures et des heures et des transactions. Dans une entreprise, vous ne rentrez pas l'argent, vous ne tournez pas. Et si on paye 45 milliards d'impôts, de frais financiers actuellement dans le budget de la France, c'est parce qu'on ne fait pas rentrer l'argent. Voilà. Ma question. Non, mais c'est pour ça que j'ai moi-même amené la question de la fiscalité qui me semble fondamentale. On est dans un monde où non seulement, alors ça va retomber un peu sur les banques aussi, les banques font tout ce qu'on a dit, mais en plus, elles organisent le fait de ne pas payer d'impôts. Alors là, c'est quand même le comble du comble. Puisque vous avez vu avec les scandales HSBC que maintenant ça sort partout, tant mieux. Non seulement la banque, en l'occurrence HSBC, accueillait le compte, hébergeait le compte d'évadés fiscaux, mais organisait la fraude fiscale. Organiser la fraude fiscale à travers des tas de sociétés écrans. Et
moi, je pense quand même que on est... Peut-être je pêche par excès d'optimisme, mais il faut quand même à un moment donné essayer de se remotiver. Je pense que les choses ont beaucoup bougé sur ces sujets depuis 3-4 ans, notamment depuis 2009, la crise financière, etc., et une décision des États-Unis, très peu connue, des États-Unis, d'Obama, très peu connue, qui s'appelle la loi FATCA. Cette loi, ça restera peut-être, bon, il a fait des tas de choses bien par ailleurs sur le système de santé, etc., mais ça restera peut-être comme le grand legs d'Obama. C'était le premier à dire, les choses sont très simples. Vous êtes un citoyen américain, vous ouvrez un compte bancaire en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, au Singapour. Si la banque qui ouvre votre compte ne me transfère pas à l'administration fiscale toutes les informations, vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus le droit d'exercer aux États-Unis. La banque Crédit Suisse, la banque Luxembourg, je ne sais pas quoi, etc. Ça, c'est assez radical. Et là, vous reprenez la main sur la mondialisation, y compris la mondialisation dans sa forme la plus financiarisée, la plus immédiate, la plus opaque, etc. Parce que vous revenez au vrai pouvoir des États. Et je conclurai là-dessus, parce qu'il faut que je prenne un train bientôt. Le vrai pouvoir des États n'a pas disparu. On nous fait croire qu'on ne peut plus contrôler la mondialisation. Ce texte est un modèle du genre, puisqu'il ne dit pas le compte est en Suisse, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte en Suisse. Il dit, vous pouvez ouvrir votre compte en Suisse. Simplement, si la banque suisse ne me donne pas les infos, je lui coupe l'accès au marché américain. Si on était capable de faire ça au niveau européen, quel est le premier marché du monde ? Le marché européen. Aucune banque, aucune entreprise, aucune compagnie d'assurance, personne ne peut se passer du marché européen. C'est une des beautés de la construction européenne, c'est qu'on est plus fort ensemble normalement. Et on n'utilise pas ce levier. Alors que si on faisait exactement ce que Obama a fait, on reprend immédiatement le contrôle, parce que le vrai pouvoir des États, c'est d'autoriser ou de ne pas autoriser l'activité économique d'une entreprise. Et donc, si demain, c'est plus légal, et que, puisque ça n'est plus légal, vous coupez, vous n'avez pas dépensé 1 euro, vous n'avez pas changé des règles partout, parce que ce qu'on vient de se dire implique des changements profonds. Et cette loi FATCA, elle a été passée par une majorité. Obama n'est pas un grand, enfin c'est un démocrate, centre-gauche américain. Voilà, il l'a fait. Et ça a changé énormément de choses, parce que ça a juste changé le rapport de force. Et quand on revient au fond du fond, c'est quel est le rapport de force ? Qui a le pouvoir ? Et il a changé le rapport de force. Et c'est ça la politique. C'est ça la responsabilité du politique, c'est de regagner ce rapport de force. Ça passe par la relation avec les citoyens, ça passe par le fait de prendre ses responsabilités. Et je suis très très malheureux de constater que depuis 2012, je pense que vous n'avez en France pas entendu une seule parole forte sur ces sujets de la part du président de la République. Et j'aurais adoré, on en a parlé 30 fois, ça ne s'est jamais fait. Je crois que je vais prendre le train. Je voudrais juste rajouter une petite chose à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel est le revenu le plus important qui n'est pas taxé ? Eh bien, quand la Banque centrale crée 60 milliards d'euros par mois pour le donner aux banques secondaires, c'est un revenu. C'est un pouvoir d'achat qui permet d'acheter des actions et de les faire monter. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Bon, une grande réforme fiscale, je crois qu'on l'attend tous. Une toute dernière question pour Pascal et ensuite on t'emmène prendre ton train. Oui, Pascal Canfin, vous parliez de rapport de force. Finance Watch, vous êtes combien ? Combien de lobbyistes payés par les banques en face ? Alors, d'abord, Finance Watch, ce n'est pas moi, puisque c'est une ONG indépendante. D'autre part, il y a à peu près 1000 lobbyistes payés par les banques à Bruxelles, par le système financier, pas seulement par les banques à Bruxelles. Finance Watch, ça doit être 15 ou 20 personnes. La question, c'est est-ce que c'est le seul critère
Parce que si je rajoute derrière les milliers de personnes, si j'ajoute les dollars ou les euros, ça peut être encore pire. Bon. C'est David et Goliath qui gagnent à la fin. Bon. Voilà. On peut applaudir Pascal Canfin, voilà, qui va nous quitter, mais on peut encore prendre 2-3 questions pour nos deux autres intervenants. Des questions ? Voilà, je vous laisse le micro. Oui, tout à l'heure, on a parlé des actions et pour moi le problème c'est pas qu'une action soit volatile du jour au lendemain ou de la seconde qu'elle change seconde après seconde, là n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on a dit, c'est les gens qui investissent dans la bourse. Pour moi, il n'est pas normal qu'on puisse revendre une seconde après ou 2 secondes après. Quand on a investi dans une entreprise, dans le capital d'une entreprise, c'est qu'on y croit. Donc forcément, c'est sur du long terme. Et c'est là où ça devrait être cadré par le fait que si on investit, c'est bloqué pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et là, on ne se retrouverait pas avec des cours de bourse qui montent, qui plongent, voilà. Je veux dire, quand on investit dans une entreprise, c'est qu'on y croit et c'est pas pour revendre 2 secondes après, quoi. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème du boursicotage ou le particulier qui boursicote, c'est une chose, mais c'est surtout les institutions et puis les grandes banques qui jouent avec la finance, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pascal Canfin. L'accès au crédit finalement illimité permet la spéculation illimitée et donc permet le pouvoir d'achat illimité. Donc c'est devenu complètement artificiel, évidemment. Ça n'a plus rien à voir avec un investissement. C'est la possibilité d'acheter, de faire monter, de racheter plus haut et ainsi de suite. Et c'est même pas, c'est automatisé complètement. Hein. Les ordinateurs les plus puissants actuellement se déménagent pour se rapprocher de 50 mètres de la bourse où sont fixés les prix pour gagner des nanosecondes par rapport à la banque concurrente. Donc là, c'est pas David contre Goliath, là c'est Goliath contre Goliath. Ajouter quelque chose, c'est que oui, en fait, pour moi, ce genre de questions, on pourrait reproduire la même question à pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à séparer les banques en deux, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à taxer les transactions financières, que des choses qui auraient un intérêt collectif. Et on n'arrive pas à les placer. Et en fait, pour moi, ça posait la question de la démocratie. En fait, comment est-ce qu'on peut élever le niveau de la démocratie en Europe pour qu'on puisse avoir des débats collectifs, savoir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Elle est très bonne, votre idée. Et voilà, comment est-ce qu'on peut rétablir la démocratie ou la montée d'un cran, quoi. Je veux bien répondre là-dessus parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est le pouvoir du peuple. Qui c'est le peuple ? C'est chacun de nous. Donc, si tu veux qu'on parle de démocratie, on peut dire, est-ce qu'il est préférable de voter une fois tous les 5 ans pour élire des représentants qui nous ont promis des choses pendant la campagne électorale et qui font exactement le contraire quand ils sont élus, et qui de toute façon n'ont pas les moyens de financer ce qu'ils nous ont promis de toute manière parce que ce n'est pas eux qui ont les cordons de la bourse ? Est-ce que ce ne serait pas mieux que nous ayons chacun individuellement notre part de monnaie et que nous décidions ensemble de financer ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas ? La vraie démocratie, ce n'est pas le pouvoir de voter, c'est le pouvoir de dire « je veux qu'on fasse ça et je ne veux pas qu'on fasse ça ». C'est le vrai choix, c'est de créditer, c'est-à-dire d'accorder sa croyance, d'accorder son crédit, sa confiance à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est ça la vraie démocratie. Et ça, évidemment, tant qu'on n'a pas les cordons de la bourse, c'est une illusion, clairement. Justement, moi je voulais demander, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça ? Ah ben alors, c'est parfait. Bon, je vais intervenir un petit peu parce que c'est vrai que je me suis lancé dans la gonette qu'au mois d'octobre, c'est pas très long, alors que c'était un projet qui avait déjà bien commencé. Et je me demandais comment on pouvait faire pour changer tout ça. Quand je voyais toute la misère du monde et que des gens s'engraissaient sur plein de cadavres, ça me faisait mal au cœur et je cherchais le moyen. Et j'ai trouvé
que la monnaie, c'était quelque chose, l'échange, c'était quelque chose justement qui pouvait faire en sorte que ça reliait un peu tout, on va dire, toutes les alternatives, tout ce qui est éthique. Et ça dépend comment on la crée, mais de la façon dont nous on veut la créer en tout cas. Et je pense que il est important aujourd'hui. Moi, j'attends plus rien du haut. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Quand on me dit qu'il faut voter pour un téléphone machin, je regarde, je dis mais ils ont quel âge? Enfin, c'est pas grave, ça c'est moi. J'ai peut-être tort. Mais je me dis qu'il y a, une autre façon de procéder, c'est déjà que le changement qu'on veut voir, on essaye d'abord de le faire à travers nous. Hein, on n'attend pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font... D'accord, on essaie de le faire. Et qu'ensuite, ça se propage autour de nous et que ça fasse comme des cercles concentriques. Voilà. Et c'est pour ça que la création de la gonette, parce que c'est la gonette, mais ça peut être d'autres monnaies locales, de la façon dont c'est fait sur Lyon en tout cas, de façon éthique, aussi en faisant participer tout le monde, en faisant des réunions vraiment, j'ai jamais vécu, pourtant j'ai fait beaucoup de réunions dans ma vie en tant qu'animateur de quartier, directeur de maison de quartier, etc. Je trouve que c'est une façon de faire où tout le monde peut parler, chacun peut interrompre à un moment donné ce qui se passe en méditant pendant 1 minute simplement pour faire redescendre la pression quand il y a de la pression dans les discussions, parce que ça arrive. Et après on repart en mettant l'humain en avant d'abord, parce que la gonette c'est ça aussi, c'est pas que la monnaie, c'est tout ce qui nous relie, tout ce qui fait que je vais faire attention à celui qui parle, que je vais prendre en compte ce qu'il va dire et que je vais pas le juger directement et que voilà. Et je pense que c'est ça, c'est refaire société, c'est peut-être, pour moi, repartir par la base. Et je pense que la monnaie, pour moi, c'est la pierre qu'on jette dans l'eau et tout va partir de là, je pense, puisque ça nous relie tous, c'est ce qu'on a besoin, c'est l'échange, en fin de compte. Voilà. Et l'échange peut être complètement différent que ce qu'on vit. J'ai envie de terminer ta phrase en disant « la monnaie, c'est le nerf de la guerre ». C'est la phrase qu'on entend toujours, mais c'est aussi le nerf de la paix. C'est très important. Et donc, pour répondre à votre question, Gandhi nous l'a donné, la réponse. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est pas compliqué. Donc, si vous voulez qu'il y ait moins de prédation, qu'il y ait moins d'endettement, qu'il y ait peut-être moins de monnaie qui circule, moins de compétition, moins de concurrence et plus de partage, plus de coopération, eh ben, commençons par peut-être réduire un petit peu nos besoins en monnaie, nos niveaux de vie. Commençons peut-être par, pourquoi pas faire un potager pour moins dépendre de la grande surface qui nous vend des produits qui viennent d'ailleurs, des produits industriels qui n'ont plus de goût et qui n'ont plus de matériaux nutritifs. Faisons du covoiturage, faisons du crowdfunding, Vous savez, les jeunes de 20-25 ans, en ce moment, ils sont en train de faire ça, hein, ils ont tout compris. Hein. On est en train de passer d'un système complètement pyramidal avec des structures de contrôle et des structures compétitives à des systèmes en peer-to-peer, de pair à pair, où tout le monde s'entraide, où tout le monde partage, et où finalement, au bout du compte, parce qu'il ne faut pas se leurrer, au bout du compte, dans 2-3 générations, ce qu'on peut espérer, là on en est à la phase « réveillons-nous les uns les autres ». Bon, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Mais peut-être que dans 3-4 générations, on arrivera peut-être enfin à dire « aimons-nous les uns les autres ». Et peut-être que là, on se sera tous rendu compte qu'on n'est qu'une grande famille et qu'on n'a même pas besoin de compter. Donc on n'a même pas besoin de monnaie. Donc l'utopie, c'est maintenant. Oui. Est-ce que je peux juste terminer par la question d'Odile. C'est que, en fait, oui, mais je suis tout à fait d'accord. Hein, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'argent. En attendant, c'est vrai que moi, je vois que la finance est devenue un monstre fou qui est en train de nous emmener vers l'abîme. Donc, en attendant, il faut quand même essayer de le neutraliser. Et il s'appuie sur la monnaie et sur les systèmes bancaires. Donc, il y a 2 actions concrètes. Donc, comme disait Thierry, rejoignez la gonette parce que vous habitez autour de Lyon. Et d'ailleurs, il y a une réunion, je vais le préciser, lundi 23, on organise une réunion participative. On invite les citoyens. On va décider ensemble des règles de cette monnaie. Donc il y aura 5 tables différentes avec un système où on change de table toutes les 20 minutes. C'est très sympa, vous allez voir. Et vous verrez un peu comment on réinvente la démocratie. Alors on tâtonne, hein, on n'a pas toutes les solutions, mais vous verrez comment on vraiment se creuse pour faire participer les gens à cette monnaie. Donc ça. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi changer de banque, parce que c'est comme le système bancaire qui pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est vrai que ma petite préférée, moi, c'est la nef quand même, mais qui n'est pas encore tout à fait banque, mais vous pouvez déjà quand même basculer vers la nef ou le crédit coopératif.
J'aime beaucoup le crédit coopératif, mais comme il est lié à la Banque Populaire, on a quand même moins de garanties. Mais voilà, mais en tout cas, il y a quand même 2 banques qui sont intéressantes. Et au moins, vous mettez votre argent dans un endroit où ils ne vont pas faire n'importe quoi avec. Voilà, c'était tout. NEF, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. Et c'est un très chouette projet. Voilà, je voulais juste réagir sur une chose. C'est sûr que le changement, il viendra des citoyens. Je pense qu'il ne faut rien attendre de nos élites et de nos politiques. Ils sont dans un système où ils font partie de ceux qui récoltent les fruits de tout ce qu'on vient de parler. Moi, il y a quelque chose, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quand nos dirigeants, et notamment les gens qui sont dans les ministères, passent d'un ministère à une multinationale, reviennent à un ministère et repassent à une multinationale. C'est du courant et du quotidien. Pour moi, c'est du conflit d'intérêts. Et on voit bien qu'ils servent, quand ils sont au ministère, qu'ils servent les intérêts de leur précédent employeur, qui était la quelconque multinationale, pardon. Mais voilà, pour moi, c'est du conflit d'intérêts et je ne comprends pas que ce soit toléré et que ça choque personne, quoi. Voilà. Ça choque beaucoup de gens, mais c'est toléré quand même. Mais c'est de notre faute, hein, c'est parce qu'on ne dit rien, hein, c'est tout. Hein. Non. Voilà. Il y en a qui ont encore le cœur. Conclure ? Oui, d'accord. Ouais. Donc oui, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que c'est ça, il faudrait qu'on reparte avec quelque chose à faire, là, tout de suite, demain. Donc, la gonette, si vous voulez vous y intéresser, déjà, rien que ça vous apprendra plein de choses sur le fonctionnement de la monnaie. Vous verrez, vous apprendrez plein de choses. Vous pouvez, si vous avez un CEL dans votre village ou dans votre petite ville, allez voir les gens du CEL aussi, c'est pas mal, on peut faire partie de plusieurs systèmes monétaires, pourquoi pas. Si vous entendez parler de covoiturage ou de voyage participatif, le couchsurfing, vous avez des choses coopératives, des choses qu'on peut partager. Il y a des gens en ce moment dans certains immeubles qui mettent la boîte à outils en commun ou la machine à laver en commun. Bon, ben voilà, essayez de tenter le coup si vous êtes en copropriété. Tout ça, on peut le faire. Et donc, je crois que dans un premier temps, ça peut être utile de bien comprendre le système existant et toutes les conséquences qu'il a sur nos vies, sur nos sociétés. On n'a pas parlé des relations internationales, mais les banques internationales endettent des pays tout entiers aussi. Hein. La dette des pays du tiers-monde, c'est pas pour rien qu'ils sont pauvres. Hein. C'est normal, ça ne peut pas être autrement. Hein. Donc, toutes ces conséquences-là, les inégalités qui augmentent forcément, puisque quand on a beaucoup de monnaie, on touche les intérêts, quand on n'en a pas, on paye les intérêts. Le gars qui a découvert le 15 du mois, c'est lui qui paye pour ceux qui ont des économies, etc. Forcément que la concurrence est faussée, forcément que l'innovation est complètement faussée, la société ne va pas dans la direction que souhaitent les citoyens. Donc toutes ces conséquences-là et tous les mécanismes de la création monétaire dont on a parlé là depuis le film et depuis tout à l'heure, c'est intéressant de les connaître, mais c'est encore plus intéressant de les expliquer à votre tour. Je sais, c'est pas évident, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, il est là-bas sur la table si vous le voulez. C'est pour ça que j'ai écrit des PDF aussi pour expliquer un peu comment fonctionne la monnaie, qui sont gratuits. Si vous voulez, vous me donnez votre adresse mail et je vous les enverrai, je vous enverrai les liens. Le principal, c'est de trouver quelque chose dans tout le catalogue qui est disponible, de trouver quelque chose qui va vous tenir à cœur à vous. Voilà, Nicolas, il a trouvé la gonette, un tel, il va trouver autre chose, un tel, il va aller à Bruxelles pour essayer de changer les institutions, un tel, il va faire de la politique. C'est la technique du colibri. Vous connaissez l'histoire du petit colibri ? Il est dans la jungle et il y a le feu dans la jungle. Et puis le petit colibri, il vole, il va au lac, il prend une goutte d'eau dans son bec, il passe au-dessus et il va jeter sa goutte d'eau sur le feu. Et il retourne au lac. Et il repasse au-dessus et il va rejeter une goutte d'eau. Et il y a les lions et les girafes en bas qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais avec ta goutte d'eau là? C'est ridicule, tu ne sers à rien. » Et le petit colibri répond « Oui, mais je fais ma part. » Donc voilà, si vous passez un repas du dimanche midi, à expliquer les mécanismes
les mécanismes de la création monétaire et à bien énerver tout le monde autour de la table. Faites attention, si votre belle-sœur vient d'acheter un appart à 100 000 € à crédit, lui dites pas, hein, il vaut mieux pas, hein, elle va vous faire la gueule. Mais énervez tout le monde autour de vous, décryptez, essayez de décrypter ça après les avoir compris et de les expliquer. Si vous voulez me faire venir, je vous fais un stage de formation, une conférence, ce que vous voulez, je vais partout en ce moment. Et donc, partagez cette connaissance-là de manière à ce que le magicien ait de plus en plus de mal à faire son tour. Et puis après, trouvez le truc qui vous tient à cœur, lancez-vous dedans, et puis les gens s'agglutineront autour de vous tout seuls. Voilà, merci beaucoup.